C'est l'heure de Week Echo. Madame, monsieur, bonjour. La police communautaire, une option de la police républicaine. Le concept est simple. Il s'agit de la participation de la police à la vie de la communauté, des réponses qu'elle apporte à ses besoins, mais aussi de la collaboration de la communauté qui concourt elle-même au maintien de l'ordre en son sein. Le concept a été présenté aux journalistes et c'est le sujet du décryptage. Les enjeux liés à la transhumance et à la mobilité du bétail deviennent de plus en plus une préoccupation au sein de l'espace CEDEAO. Le Bénin a d'ailleurs abrité la 5e édition de la rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les pays sahéliens et les pays côtiers. Objectif, accorder une attention collective en vue de trouver des solutions concertée et durable à la problématique de la transhumance. Ce sera le sujet du dossier de la semaine. C'est parti pour Week Echo de ce dimanche 18 novembre 2018. Le mini-journal ouvre le bal et c'est une présentation de Estelle Pazou. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le Zémidjan fait partie intégrante du décor béninois. Son quotidien, arpenter les rues sans relâche à la recherche de clients. C'est un conducteur nuit et jour à la disposition de son client. Et pourtant, le métier a des conséquences non négligeables sur la santé. Mal de dos, maux de tête, douleurs aux épaules, au point même de recourir à l'automédication. Charlotte Bouvier, Louis Koudogbo. Le Zémidjan. Travail pénible mais ô combien indispensable. Peu de Béninois sont véhiculés et préfèrent ces services. De jour comme de nuit, il y a toujours un chauffeur disponible. Pourtant, le travail des ZEM est peu considéré. Il présente de réels risques pour la santé du conducteur. Fatigue, courbatures, douleurs. Il ne compte ni ses clients ni ses kilomètres pour un salaire souvent médiocre. Je commence le ZEM à 6 h du matin. Et à 5 h du matin. On finissait à 22 h aller à la maison. Tu peux terminer à 18 h. Si tu es trop fatigué, même à 18 h, tu rentres déjà chez toi. Bien que tu trouves de l'argent ou pas, tu rentres chez toi. On ne peut pas compter le nombre de clients exact parce qu'on se fixe parfois des objectifs. Et ça peut arriver, tu peux travailler ou tu ne peux pas travailler. Tu peux faire jusqu'à 500 km, 600 km, ça dépend de comment est la journée. Le nombre de kilomètres que le ZEM fait par jour, ça peut quitter ici par à coup 2 fois. Auparavant, il y avait de l'argent, on gagnait parfaitement, mais actuellement, là où nous sommes, en ZEM, il n'y a plus rien, donc tout est bloqué. Pour parvenir à se tirer du lit chaque matin, certains conducteurs choisissent l'automédication. On a mal partout, on a mal, les articulations, surtout quand on ne prend pas les pavés, les routes dégradées, tout ça là, donc à la fin de la journée, on se sent complètement fatigué. On prend des médicaments. Moi, parfois, je vais à la pharmacie prendre l'ibuprofène, l'amoxy, juste pour calmer les douleurs du corps. Le ZEM, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire le ZEM, parce que c'est un travail qui tue à petits coups. Les médecins confirment ces risques sanitaires. Accidents, position, mais aussi inhalation des gaz toxiques nuisent gravement à leur santé. Mais l'automédication présente, elle aussi, un danger. C'est un mode de transport qui comporte d'énormes risques. Des accidents de circulation qui sont d'abord liés aux conducteurs de véhicules eux-mêmes, qui sont les causes et les premières victimes de ces accidents de circulation. L'autre manche de la problématique, c'est d'abord les risques chroniques. En fait, c'est des troubles musculo-squelettiques liés aux postures inappropriées, ces postures aggravées par les secousses incessantes liées à l'état de la voie. Et l'autre risque, ce sont les affections des voies respiratoires, notamment les rhinites, les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et l'ensemble de ces risques chroniques vont amener le conducteur de taxi-moto à se livrer à l'automédication. Et surtout avec les médicaments de la rue.
et ce qui va aggraver leur état de santé. Indispensable au quotidien, le Zemidjan mérite plus de considération. Il rend service, mais à ses risques et périls. Le travailleur social, encore appelé l'assistant social, est l'un des maillons essentiels du bien-être de la population et partant du développement de la nation. Il est très sollicité, mais il n'en demeure pas moins que son rôle dans la société reste méconnu du public pour qui l'assistant social est uniquement au service de l'orphelin et du démuni. Heureuse Danouni. L'écoute est au cœur de tout ce que l'assistant social fait. Lorsque vous rencontrez des difficultés d'ordre social, financier ou familial, adressez-vous à l'assistant social. Un assistant social, c'est quelqu'un qui a été formé dans une école, qui est diplômé et capable d'aider tout individu en situation difficile ou non à avoir de solutions à ses problèmes. Et sur le plan, que ce soit sur le plan social, sanitaire ou culturel. L'assistant des services sociaux a un public très divers. Qu'il soit chômeur, personne dépendante, surendettée ou migrante, l'assistant social l'aide à trouver des solutions adaptées et durables. Lorsque vous êtes personne en situation difficile, soit vous avez été victime d'un incendie, l'assistant social vous écoute, évalue les besoins avec vous et vous accompagne en faisant un dossier de secours pour que l'État vous aide en matière de feuilles de tôle, en matière de vivre ou non-vivre. L'assistance sociale accompagne également les femmes victimes de violences. L'assistance sociale travaille également avec les personnes de troisième âge, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des services socio-scolaires, dont l'assistance sociale est au cœur du développement. Bien qu'étant très sollicités, les domaines d'intervention de l'homme restent encore mal connus du citoyen lambda. Assistants sociaux au Bénin, moi, c'est les gens ONG qui viennent en aide aux enfants orphelins, les enfants démunis, les enfants de rue, qui viennent, aussi des gens qui viennent en aide aux femmes qui n'ont pas les moyens. Un assistant social a pour, selon moi, de l'harmonie entre l'enfant et ses parents biologiques ou marraines, celui qui, comme tuteur, s'occuper de ses enfants, les amener à être en harmonie, à vivre en société, généralement dans leur famille. S'ils sont en difficulté et s'ils sont dans la rue, les ramener à leur famille pour leur aider à améliorer leur situation de vie en quelque sorte. Un assistant social, lui, fait son œuvre sans s'attendre quelque chose. Et disons, il fait juste, par compassion. Les jeunes diplômés ne peinent pas à trouver leur premier emploi et ce sont les collectivités territoriales qui sont les plus gros pourvoyeurs de postes, mais le secteur privé n'est pas du reste. La plupart du temps, les assistants sociaux au Bénin travaillent dans la fonction publique ou dans le privé. En fonction de leur structure ou bien de l'institution qui les accueille, les rôles sont diversifiés. Quand je prends par exemple un centre de promotion sociale, l'assistant social dans le domaine de la protection de l'enfant accompagne ces enfants-là dans leur prise en charge. Ça peut être prise en charge psychologique ou bien c'est un enfant qui veut apprendre un métier. L'assistant social l'accompagne. C'est l'enfant même qui dit concrètement ce qu'il veut, donc on l'écoute et on l'accompagne dans la prise en charge, dans sa prise en charge globale. Face au vieillissement de la population, à l'augmentation de la précarité ou encore à la complexité des démarches administratives, l'assistance sociale est de façon particulière recherchée et sa place dans la société n'est plus à démontrer. La santé animale représente un important facteur de compétitivité de l'élevage et donc un enjeu pour le Bénin qui est parfois tourné vers l'importation. Et si l'élevage prend une part importante dans la valeur des productions agricoles, les maladies des animaux, les pertes directes ou indirectes qui peuvent survenir entament la valeur de ces productions et peuvent avoir de graves conséquences socio-économiques. Plus de précisions dans ce reportage. Le Bénin est un grand pays importateur de produits d'élevage. Cette situation explique son faible taux estimé à 17,2% au produit intérieur brut en 2014, contrairement aux autres pays de la CEDEAO qui ont chacun un apport de 44% en moyenne. Pourtant, l'élevage constitue un maillon essentiel dans toute économie. L'élevage contribue à la création de la richesse nationale et à la formation de ce que
en macroéconomie, nous appelons le revenu national. Les animaux domestiques et ceux de la faune sont exposés à beaucoup de maladies. Quand je prends les maladies parasitaires, vous avez la trypanosomose. Quand je prends les maladies virales, vous avez la fièvre afteuse, par exemple. Quand vous prenez les maladies bactériennes, vous avez la brucellose, par exemple. Ces différentes pathologies sont liées à plusieurs facteurs d'origine diverses. Le fait que les animaux pâturent n'importe où, n'importe comment, n'est pas de nature à favoriser la santé des animaux. Et à un certain moment, sur toute l'étendue du territoire, il y a toujours de la verdure quelque part. Donc ça attire les troupeaux des pays environnants, surtout le Nigeria. Et vous avez le facteur transhumance qui est un facteur qui a beaucoup d'impact sur la propagation des maladies animales au Bénin. Selon l'Organisation de la santé animale de l'élevage, au moins 60 millions de tonnes de viande, 150 millions de tonnes de lait et une valeur de 300 milliards de dollars par an sont dues à des maladies animales dans le monde. Ces maladies tuent chaque année 18% du troupeau des producteurs des pays les moins avancés. C'est la preuve que ces pathologies affectent non seulement l'élevage, mais aussi l'économie tout entière. Vous avez des pertes en viande, en ce sens que l'animal, cette pathologie crée des plaies au niveau de la bouche des animaux. Et l'animal n'arrive plus à consommer la quantité d'herbe qu'il lui faut par rapport au poids de l'animal qui maigrit au fur et à mesure. Et quand nous prenons surtout les veaux, il y a aussi des plaies au niveau des traignons, des mamelles des vaches. Et le veau n'arrive plus à prendre le lait qu'il faut. Donc vous avez surtout la mortalité au niveau des veaux. Les différentes épidémies qui peuvent affecter l'élevage du bétail ou des volailles affectent donc le revenu de ces producteurs, de ces petits éleveurs. Et quand ça affecte leur revenu, de façon globale, ça finit par toucher l'économie nationale. Parce que les petites valeurs ajoutées que leur production apporte contribuent à la formation du PIB national. Et dès lors que les manques à gagner sont touchés et par un effet d'entraînement, le PIB sera grévé. Dans les ménages pauvres, les animaux constituent un moyen d'accumuler des capitaux pour faire face aux crises alimentaires. Fin de ce mini-journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le mini-journal cède ainsi la place à la revue de presse économique, une signature de Gloria Oni. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'actualité économique de la semaine. L'un des sujets essentiels de l'actualité cette semaine est relatif à l'étude du projet de loi finance 2019 qui se poursuit à l'Assemblée nationale. L'économiste met en manchette Ouadani expose les innovations du budget. Le journal nous apprend qu'au Bénin, le taux de croissance économique est de 6,8% en 2018 et la prévision pour 2019 est de 7,6%. Cette croissance est due au maintien de la dynamique d'accélération de la consommation des crédits facilités par l'application du nouveau code des marchés publics. Le ministre a aussi mis l'accent sur les dépenses induites par une mise en œuvre accrue des dépenses d'investissement public et une optimisation du fonctionnement général de l'État. Au total, le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 1877,543 milliards de francs CFA. Fraternité renchérit et met en manchette. Débat d'orientation budgétaire. Romuald Ouadani présente les grandes lignes de la loi de finances, exercice 2019.
Le journal nous apprend qu'à propos des principales mesures fiscales, l'on peut retenir la mesure de soutien aux entreprises et aux ménages avec la modification des dispositions de la taxe professionnelle synthétique en vue de l'amélioration de la taxation des micros et petites entreprises. Restons avec le projet de loi Finances 2019. Fraternité parle des 197 grands projets pour 2019. Le journal explique que pour 2019, il va s'agir de l'atteinte des projets phares dans les secteurs clés identifiés: eau, électricité, infrastructure, environnement, éducation et santé. En détail, on peut noter la poursuite et l'achèvement du projet de construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria-Gleta. Dans le secteur de l'eau, le projet d'eau potable en milieu rural et assainissement en milieu urbain PEPRO, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Cotonou, Parakou, Dassa, Savet, Glazoué et environ. Le Conseil des ministres s'est prononcé sur la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. L'économiste écrit à propos un prêt de 13,2 milliards de francs CFA en attente d'autorisation. On peut noter dans les colonnes du journal qu'après les 65,10 milliards de francs CFA obtenus de la Banque islamique de développement en avril dernier, ce financement de 13,200 milliards de francs CFA du fonds de l'OFID vient confirmer les atouts financiers dont dispose le Bénin pour passer à la phase opérationnelle de ce projet. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce chantier revêt un intérêt majeur pour l'essor socio-économique du Bénin et surtout de la dynamisation des relations entre le Bénin et le Niger. Le Progrès, dans la même dynamique, titre « Projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, les peines des usagers bientôt soulagées ». Selon le journal, le corridor est long de 169,4 km et les instructions sont déjà données pour suivre le processus de ratification et accomplir les formalités requises pour l'entrée en vigueur du prêt, de même que pour l'exécution du projet à bonne date. Fin de cette revue sur Wikeco. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gloria Oni. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour le même exercice. Le décryptage, c'est maintenant. Dans l'accomplissement de leur mission, le travail des services de sécurité publique est souvent mal perçu par les populations. À tort ou à raison, cette situation crée une crise de confiance, d'où une nouvelle approche, la police communautaire. De quoi cela retourne? On en parle avec deux confrères. Adonis Boum, journaliste au service web de l'ORTV. Adonis, bonjour. Bonjour, Vaïs. À côté de vous, Firmin Gangpé, journaliste, directeur de publication du journal L'Avenir. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président du réseau des journalistes spécialisés en questions de défense et de sécurité. C'est bien cela? Oui, c'est l'association. L'association. Alors, j'aimerais déjà vous demander, puisque vous êtes si bien impliqué dans les questions de sécurité et de défense, comment appréciez-vous la police communautaire, ce nouveau concept qu'est la police communautaire? Oui, bon, avant de donner peut-être mes appréciations sur la police communautaire, il faudrait peut-être faire un état des lieux. Oui. Pourquoi on parle maintenant de police communautaire? C'est parce que par le passé, la police, qu'on appelait à l'époque police nationale, c'est tout dernièrement qu'on est arrivé à la police républicaine avec la fusion de la gendarmerie et de la police. Par le passé, les éléments de la police nationale étaient, ou sinon la police nationale était considérée comme une police répressive. Excusez-moi beaucoup le terme, vous savez, en fond, la population dit Pono, celui qui tient le bâton, qui est là pour réprimer. Quel que soit ce que ça va coûter, il est venu pour assurer l'ordre. Donc, par le passé, il y avait beaucoup plus de répression que d'écoute. Et je crois qu'avec la création de la police républicaine, les concepteurs ont compris que la meilleure solution d'obtenir de bons résultats, c'est de se rapprocher des populations, de chercher
à travailler avec la population, une police pour la population et par la population. Donc, c'est de ça qu'il est question maintenant. Ce n'est plus une police répressive, mais une police qui cherche à se rapprocher davantage de la population. Une police qui cherche à écouter la population, une police qui est à l'écoute de la population. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent cette démarche. Lesquels? Par exemple, je donne un exemple très simple. Allez dans les grandes villes, surtout la ville de Cotonou. Vous devez constater qu'il y a un effort qui est fait dans le domaine de l'éclairage public. De plus en plus, les rues, les coins, recoins sont beaucoup plus éclairés. Or, par le passé, ce n'était pas évident. Il y a certains quartiers de ville, à Cotonou ici, que vous ne pouvez pas visiter la nuit. À partir de 19h, 20h, c'était même des secteurs interdits. Vous voyez. Or, avec l'éclairage public qui se généralise dans presque tous les quartiers de Cotonou, et cette nouvelle approche, je crois qu'il y a lieu de se dire que des résultats sont à attendre, sont à espérer. Alors, Adonis, on a la police républicaine déjà. Oui. Une police communautaire. C'est vrai qu'il faut se rapprocher un peu plus de la population, mais est-ce nécessaire une police communautaire? Tout d'abord, je dirais que toute initiative est bonne à prendre. Face déjà, puisque en temps, on disait toujours que la police, elle était toujours passive. La police a envie de devenir active. Donc cette initiative, je pense qu'elle est bonne à prendre. Elle permettra beaucoup plus à la police de répondre à nos demandes et par la même occasion à la police d'avoir les informations nécessaires. Donc nous pouvons dire en même temps que police républicaine, police communautaire, c'est déjà une avancée. Même si, bon, dans la pratique, nous savons qu'on avait déjà une mentalité assez difficile face à la police. Donc c'est avec le temps qu'on pourra voir ce que ça va donner concrètement. Bon, je pense que c'est une initiative qu'on peut déjà commencer à accompagner, et comme en tant que médias, nous pouvons être là pour surveiller aussi et aussi les aider à appliquer. Alors justement, vous ouvrez la brèche sur cette collaboration entre les forces de sécurité et les médias, justement. Oui. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'abord, nous sommes le 4e pouvoir. D'abord, en fait, la population a beaucoup plus de faveur, de possibilités de nous suivre que d'aller voir un policier pour lui demander « Ah, monsieur le policier, monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe ?» Or, avec nous, la police pense qu'elle peut s'appuyer sur nous pour atteindre les populations, pour leur permettre de changer de comportement. Donc, c'est grâce à nous que la police va faire découvrir à la population ce nouveau visage qu'elle veut présenter. Qu'elle veut présenter plutôt. Donc, c'est cela que la police républicaine a voulu associer d'abord les médias pour qu'elle puisse porter l'information pour dire à la population « La police est maintenant désormais avec vous et non contre vous. » La police aura besoin de vous pour impacter certains plans. La police aura besoin de vous pour certaines choses. Ne considérez plus la police maintenant comme des courants, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, mais la police est là pour vous accompagner. En fait, c'est ça le rôle des médias à jouer. Dans le même temps, il faudra aussi dire que c'est une porte que la police est en train d'ouvrir aux médias afin qu'elle puisse avoir les informations. Vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir une information au niveau de la police, c'est très très compliqué. Oui, c'est très compliqué, et c'est d'ailleurs ça le rôle du réseau. Je crois que le réseau a été créé justement pour fluidifier les relations entre les forces armées de façon générale, ainsi que les journalistes. Alors aujourd'hui, sensibiliser les journalistes, ça peut apporter quoi à la police, au-delà de ce que Adonis vient de relever? Bon, d'abord, je rectifie, c'est l'association. Oui, c'est le réseau au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ok, oui. On constitue le réseau au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au plan national, on parle c'est de l'association des journalistes Okay. spécialistes des questions de défense et de sécurité. Voilà. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que la police communautaire, ce n'est pas une nouvelle police qu'on va créer. C'est un nouveau concept, bien sûr, mais c'est la police républicaine qui va se muer progressivement en police communautaire. D'accord. Vous voyez, c'est la police républicaine. Sinon, police communautaire, ce n'est pas une nouvelle police qu'on veut créer, non. Il faut que ça soit clair dans la tête des compatriotes. C'est la nouvelle police qu'on appelle police républicaine qui va se muer progressivement en police communautaire. Et là, ils nous ont dit, vous savez, ils nous ont dit,
qu'il y a 4 principes fondamentaux. Il y a d'abord le principe de rapprochement, oui, le principe de la consultation, oui, le principe de la mobilisation et le principe de la résolution des problèmes. Rapprochement, pourquoi? Parce que les concerteurs se sont rendus compte qu'il y a un grand fossé entre les éléments de la police et les populations. Mais cela peut se comprendre. Quand depuis oui, toujours, la police voilà, a toujours brandi le bâton. Comme voilà, je l'ai dit au début. Mais il s'agit de corriger cette tendance maintenant. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, puisque à l'atelier, on nous a montré comment est-ce que, au niveau de la police communautaire, ils procèdent. Nous avons vu qu'il y a eu des échanges avec les élus locaux, il y a eu des échanges avec les leaders religieux, il y a eu des échanges avec les jeunes, il y a eu même des ateliers avec, en tout cas, toutes les composantes de la société sont prises en compte, si bien que, tout comme les communicateurs, puisque les communicateurs constituent une courroie de transmission, ce sont eux qui sont appelés à informer, à sensibiliser les populations désormais. Donc, s'il y a un message, s'il y a un mot d'ordre, s'il y a une priorité visée par la police républicaine, c'est aux hommes des médias, oui, c'est aux hommes des médias de servir de courroie de transmission désormais. Et les amis de la police républicaine l'ont si bien compris, si bien que même à la fin, ils nous ont soufflé que désormais, ils feront l'effort avec l'appui de la fondation Hans Seidel, que c'est la fondation Hans Seidel qui les appuie. Avec l'appui de la fondation Hans Seidel, ils feront désormais l'effort de signer de petits contrats avec les radios communautaires, les radios associatives, pour mieux atteindre les populations. Alors l'autre aspect dont vous parliez, c'est la consultation. Oui. Qu'est-ce qu'on y met? Voilà. C'est pour ça que j'ai cité un certain nombre de composants de la société. J'ai parlé des leaders religieux, j'ai parlé des élus locaux, tout ça. Donc, les éléments de la police constamment seront en contact avec ces composants de la population, vont les consulter. Et cela va faciliter leur tâche sur le terrain. Parce que c'est quoi? On constate que dans nos quartiers de ville, dans les villages, un peu partout, lorsque des éléments étrangers viennent, des éléments nouveaux arrivent quelque part, oui, c'est premièrement les populations qui sont informées. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Ces populations, bien qu'étant informées, ne jouent pas leur rôle. En principe, dès que vous constatez qu'il y a un élément étranger qui vient dans votre localité, ou bien dans votre maison, ou bien dans le quartier, vous informez aussitôt le chef de quartier. Vous dites, ah, attention, il y a un nouveau venu dans la maison de tel. Nous ne savons pas ce qu'il fait. Il est à la maison toute la journée et peut-être c'est le soir qu'il sort. Il sort, on se couche et c'est tard la nuit qu'il rentre, tout ça là. Voilà, nous avons voulu porter cette information à votre connaissance. Alors, sur ce sujet, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'espionnage, non? Si on se met à voir le voisin qui est dans le quartier, qui revient tard la nuit, et on se met à donner ces informations, ce serait comme de l'espionnage. Non, mais on ne dirait pas espionnage dans le sens comme vous le pensez. Mais ça participe à la police d'avoir des informations afin d'apaiser les populations. Si, supposons, si vous êtes venu dans un nouveau quartier et que je viens dans votre maison, comme le doyen l'a dit, tu ne fais que sortir la nuit. Là, vous ne serez jamais, après vous allez mais me demander... Mais si mes activités m'obligent à sortir... C'est à travers cela que la police, il a vérifié qu'est-ce que vous faites dans la vie. Quelles sont vos occupations. Qu'est-ce que vous représentez une menace pour les cohabitants. Ça à partir de cette information, en même temps que la police saura comment vous traiter. Là, ça va permettre aussi à la population d'être apaisée. Non, c'est un de vos voisins, il travaille la nuit à telle agence, c'est juste ça. Ouais, donc pour en arriver là, il faudrait qu'on ait assez de forces de police, tout non, au moins pas forcément les forces de police. Pas forcément les forces de police. Ce que je suis de dire, c'est que, supposons que vous venez nouvellement dans un quartier, dans une nouvelle maison, la police a eu l'information. On pourrait juste se déplacer vers vous pour, comme ils le font dans les hôtels, quand vous allez dans un hôtel la nuit, ou n'importe quel jour, les gérants appellent en même temps la police pour dire, il y a un nouvel arrivant, vous pouvez venir contrôler. Donc on vient, on prend vos pièces d'identité, genre juste une demande d'information. Ça peut être ne pas juste des hommes
en civil qui viennent sympathiser avec vous pour pouvoir avoir des informations sur vous. Ça participe à voir si vous êtes une menace, s'il faut comment vous classer. C'est ce qui se passe souvent en Europe quand des étrangers viennent dans leur pays. En même temps, à l'aéroport, ils ont déjà les informations sur eux et ils font des enquêtes pour savoir celui-là, il est quoi, il fait quoi. S'il représente une menace, en même temps, on te met dans une liste et là, on commence à te surveiller. Après, c'est là, on veut aller, mais ce n'est pas encore totalement le concept qu'on veut créer pour pas qu'on crée une psychose. Non, c'est juste pour permettre à la population d'être apaisée et de prévenir en même temps les dangers qu'il y aura. Supposons que c'était un braqueur, en même temps, on sait déjà que bon, c'est un braqueur, on saura comment le maîtriser, comment le canaliser pour ne pas qu'il cause des dommages dans le quartier. En fait, c'est ça. Alors, oui, il a bien expliqué, mais la nuance, c'est que les populations ne vont pas se transformer en policiers. Non. Les populations vont aider les policiers à travers les renseignements qu'elles fournissent. C'est ça. Maintenant, ça me pousse à parler du ratio. En fait, le ratio dans le monde, ils nous ont dit, c'est un policier pour 300 habitants dans le monde. Mais au Bénin, ici, ça fait un policier pour 33 000 habitants. Vous voyez la différence. Et c'est ce que les amis de la police républicaine veulent corriger un peu en associant davantage les populations. C'est vrai que par le passé, il y a eu un recrutement de 1000 agents. Oui, tout à fait. Bon. Dans le même temps, beaucoup d'agents de la police républicaine partent à la retraite. Mais j'ai eu dire quand même que d'ici à là, il y aura encore un autre recrutement de 1000 agents pour pouvoir compenser un peu les départs, les insuffisances en matière d'effectifs. Alors, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que dans certaines régions du Bénin, nous avons des sortes de milices, des populations qui s'érigent elles-mêmes en forces de sécurité, qui essaient d'aider, on va dire, les forces de sécurité, vu que le ratio dont vous avez parlé tout à l'heure est assez... Donc, ils essaient d'aider la police quand même à régler le problème de l'insécurité et qui, en retour, constitue également un autre problème. Comment cela va-t-il se faire? Voilà, c'est très bien d'avoir attiré notre attention dessus. En fait, cette situation n'est pas une situation nouvelle. Vous savez, au temps du PRPB, tout ce qu'on dit là, ça se faisait. Mais il n'y avait pas de dérapage. La rigueur des militaires était telle que, au temps du gouvernement militaire révolutionnaire, au début de la révolution, les années 72, 73, 74, 75, jusqu'à peut-être les années 80, les populations étaient appelées à assurer la sécurité elles-mêmes dans les quartiers, dans les rues, un peu partout. Mais il n'y avait pas de dérapage en ce moment. Vous ne pouvez pas oser. Et donc, il eût fallu qu'on en revienne à cette façon de faire. Justement, il faudra maintenant revenir à cette façon de faire, mais en étudiant les voies et moyens pouvant permettre aux populations de jouer correctement ce rôle-là, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est vrai, il y a les mais de moins en moins, on en parle. Je parlerai peut-être de jeunes organisés dans les quartiers qui font le rôle de veilleurs la nuit, mais qui parfois rançonnent les émigrants qui rentrent tardivement ou les agents de l'État qui rentrent tardivement. La tentation est grande, ayant le ventre vide, ils ne sont pas rémunérés, tout ça, ils sont tentés de rançonner. C'est peut-être ça qu'il faut pouvoir corriger. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Firmé Gangbe, journaliste, directeur journaliste, directeur de publication du quotidien L'Avenir. Le temps est presque Non, je vais être très bref. Je vais dire, voilà, pour aider les éléments de la police républicaine, l'association, nous avons parlé de l'édition d'un guide. Vous savez, au niveau des professionnels des médias, il y a le guide du journaliste parlementaire. Il y aura un guide également pour... Guide du journaliste spécialiste des questions de défense et de sécurité. Ok, on va revenir là-dessus dans une autre émission. Merci beaucoup. En face de vous, Adonis Bohou, journaliste au service web de l'ORTV. Merci Adonis. Merci. Ainsi, place à présent au dossier de la semaine. Il est
est aujourd'hui incontestable que la thématique liée à la transhumance transfrontalière en zone sahélo-saharienne se trouve au centre de toutes les analyses axées sur la coopération transfrontalière et le développement local en Afrique. Et les pays de la communauté ouest, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest mettent en place les dispositifs nécessaires pour éviter les désastres causés par la transhumance et les campagnes. C'est le sujet du dossier de la semaine, mais avant, suivons cet élément. Transformer progressivement la transhumance en une opportunité économique pour le Sahel et les pays côtiers, c'est devenu un impératif. Avec un cheptel de plus de 80 millions de bovins et 270 millions de petits ruminants, l'élevage contribue non seulement à l'économie des pays, mais est également créateur d'emplois. Mais les enjeux qui y sont liés ne permettent pas au secteur de jouer pleinement son rôle de promotion de l'économie. L'enjeu que je peux présenter, ce qui est important par rapport à la transhumance également, c'est un enjeu politique, un enjeu d'intégration entre les peuples. Il faut reconnaître que quand on parle par exemple de l'espace CEDEAO et quand on regarde un éleveur du Mali ou un éleveur du Burkina avec un éleveur du Tchad ou du Nigeria, l'intégration est tellement réelle, est tellement affinée, est tellement présente que par rapport aux politiques, il faut dire que ces groupes d'acteurs sont mieux intégrés et évoluent mieux que même nos différents États en fait. La question sécuritaire, voilà un autre enjeu qu'il importe de prendre en compte. Et la présente rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers entend favoriser les échanges directs entre acteurs et décideurs et formuler des orientations et recommandations pertinentes. Mais la question du financement se pose avec acuité. Ce forum, ce serait une occasion d'interpeller un peu plus les partenaires financiers. Et ce serait également, de plus en plus, on est en train d'harmoniser sur la réglementation par rapport à la question pastorale et surtout partager les informations et les décisions qui ont été prises par les différents États, par exemple. À l'instar donc du Bénin qui a pris les dispositions pour réglementer la transhumance pastorale, les discussions vont permettre aux pays du Sahel et aux autres pays côtiers de trouver les solutions spécifiques et surtout de s'engager à les mettre en application. Pour parler justement des enjeux liés à la transhumance transfrontalière, je reçois sur ce plateau M. Mohamed Okri Assoba. Il est ingénieur en sciences de l'environnement. M. Okri Assoba, bonjour. Bonjour, M. Balogun. Oui. Alors, d'emblée, j'aimerais vous demander pourquoi la transhumance transfrontalière crée autant de problèmes. Ah, M. Balogun, c'est une grosse question. Je voudrais commencer par rappeler la définition qu'a adoptée la CEDEAO en 1998 à l'occasion d'une décision qu'elle a adoptée par rapport à cette question. La CEDEAO dit ceci, la transhumance entre États, donc nous sommes de plein pied dans la transhumance transfrontalière, la transhumance comme déplacement saisonnier entre États du bétail ayant quitté les limites de ses parcours habituels en vue de l'exploitation de points d'eau et de pâturage. Voyez-vous, donc tout l'enjeu se retrouve là, les points d'eau et les pâturages. Lorsque vous êtes en déplacement, ces points d'eau et ces pâturages ne sont pas forcément les vôtres. Le bétail, à l'occasion de ces déplacements, parfois également traverse des champs. Donc voilà la source des conflits qu'on note le plus souvent par rapport à cette question de transhumance, aussi bien au plan national que quand il s'agit de transhumance entre États ou transfrontaliers. Alors justement, les conflits dont on parle la plupart du temps, c'est entre les éleveurs et les agriculteurs. Tout à fait. C'est entre les éleveurs et les agriculteurs. Et on en arrive même jusqu'à ce qui est mort d'homme. Oui, il est arrivé. Est-il autant de taille? Il est arrivé qu'on assiste à des morts d'hommes, effectivement. Et peut-être dans le développement du sujet, on abordera la question des conditions de l'élevage, de la transhumance transfrontalière. Justement, allez-y. Oui, quelles pourraient être ces conditions? Les conditions qui sont fixées imposent à ces éleveurs de ne pas être armés, par exemple.
de ne pas faire usage de substances narcotrafiquantes. Voyez-vous, le conflit est si fort que les gens sont parfois obligés d'en arriver aux extrémités. Quand on laisse même la transhumance transfrontalière au plan national déjà, entre éleveurs et agriculteurs, on ne s'entend pas. Moi, je viens du département des collines récemment, où j'ai assisté à une scène où un éleveur a dévasté un champ d'haricots d'un parent. Et puis, ceux-ci se sont organisés pour charcuter un de ces animaux. Ils ont tué un bœuf, et puis l'autre est allé se plaindre au commissariat. Donc, c'est entre Béninois. Et ils étaient en train de chercher un terrain d'entente. Finalement, les enchères sont montées de part et d'autre, parce que l'autre, celui qui a perdu un vaste champ d'haricots, a dit que c'est inestimable ce que les bœufs ont mangé. Et l'autre, l'éleveur également dit que la valeur de la bête, ils ont charcuté l'animal. Voyez-vous, il est arrivé des moments où ces éleveurs avaient des armes non conventionnelles, les armes artisanales, et tiraient sur des compatriotes. Donc, c'est un problème vraiment important, ces conflits-là. Et je pense que tous les États s'échinent tous les jours à trouver des solutions pour qu'on ait une transhumance apaisée, parce qu'on ne peut pas empêcher la transhumance. Tout à fait, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas, parce que c'est de la production animale. Nous avons besoin de protéines animales pour vivre également. Donc on ne peut pas dire pourquoi on ne met pas un terme à cette affaire. On ne peut pas. Il vaut mieux aller vers les solutions d'apaisement. Et c'est pourquoi de plus en plus on parle de gestion participative de la transhumance. Alors, on va arriver aux solutions tout à l'heure, mais avant, l'une des conditions également, c'est le paiement d'une taxe. Une taxe d'entrée sur le territoire. C'est incompréhensible. Non, ce n'est pas incompréhensible. C'est institué par la CEDEAO à l'approche de chaque saison, avant que vous n'entrez sur un territoire, il y a des formalités à remplir. Voyez-vous, et c'est la CEDEAO qui, à travers si vous permettez, à travers la décision DEC 5-10-98 relative à la réglementation de la transhumance entre États membres, qui a défini un peu les conditions qu'il faut remplir. Pour ce qui concerne le Bénin, les États frontaliers auxquels nous avons affaire sont essentiellement 3. Il y a le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Tout à fait. Bon, donc, et on sait que le Niger et le Burkina Faso, souvent, il y a des peuls qui... Tout à fait. Et qui viennent en saison indiquée sur notre territoire pour faire manger à leurs bêtes. Et il faut payer des taxes. Il faut remplir des conditions officiellement. Il y a le certificat international de transhumance que vous devez prendre, surtout pour la santé des animaux que vous faites entrer sur le territoire d'autrui. Alors, mais ces animaux qu'on fait entrer sur le territoire, on doit avoir un certificat pour chacun chaque animal, ou bien un certificat qui englobe pour tous les animaux? Je ne sais pas, je ne suis pas entré dans le détail de cette mesure, mais toujours est-il que quand vous avez un bétail, vous êtes censé vacciner tous les animaux. Vous ne prenez pas une vaccination pour un ou deux pour dire que ça couvre tous les animaux, parce qu'il faut protéger également le cheptel du pays d'accueil. Vous avez passé tantôt un élément où j'ai noté qu'il y a 18% de taux de décès du bétail des pays sous-développés à cause des épidémies. Donc, il faut qu'on protège les animaux des pays pour éviter ces animaux transitent. Voilà. Alors, mais y a-t-il des instruments juridiques? On va prendre le cas du Bénin. Y a-t-il des instruments juridiques qui protègent les agriculteurs, qui protègent les éleveurs et qui protègent même le phénomène de la transhumance? Il y a beaucoup d'instruments juridiques. D'abord, il y a les politiques qui sont définies et puis les mesures qui sont prises. Au plan national, je sais que notre État travaille beaucoup à protéger les agriculteurs. Mais vous savez, entre ce qu'on édicte comme mesure et la réalité du terrain, il y a un fossé. Il y a toujours un fossé. C'est pourquoi les maires des communes
sont souvent impliqués dans la gestion de ces conflits. De façon pratique, ça se passe comment? De façon pratique, normalement, lorsque vous décidez de faire traverser votre pâturage d'une commune à une autre, vous prenez contact préalablement avec l'autorité communale et vous vous informez de votre passage et on vous indique les couloirs à emprunter pour ne pas causer des dommages aux champs et autres. Parce que parfois, ces éleveurs aussi, quand la saison n'est vraiment pas favorable, envoient exprès leur pâturage et leur bétail dans les champs. Et ils s'arrangent pour disparaître. Ils le font parfois nuitamment. Et puis le matin, le paysan arrive, il constate les dégâts. Donc de façon vraiment pratique, pour ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent vraiment travailler dans la paix, eux, ils vont voir les autorités communales. Il y a des taxes qu'on leur demande. Je ne connais pas la teneur des taxes. Et ils payent. Et puis on les laisse faire paître leurs bêtes tranquillement. Il est arrivé aussi qu'on constate que certains éleveurs pénètrent les forêts classées. Ce qui en principe, ne devrait pas l'être. Donc, vous voyez, c'est vraiment un problème. Alors, vous parliez tantôt des couloirs indiqués. On sait que le Bénin a élaboré un projet de délimitation et de balisage de passage, notamment dans la commune de Karimama, à l'est, ainsi qu'à Wenhi, au centre. Alors, ces couloirs indiqués sont-ils aménagés? Est-ce la bonne solution pour lutter contre les effets néfastes de la transhumance transfrontalière? Oui, c'est des couloirs non seulement indiqués, mais appropriés pour la transhumance. Ça suppose que c'est des couloirs qui sont définis par les autorités nationales pour faire en sorte que nos compatriotes nationaux, nos compatriotes, ne se sentent pas vraiment, ne sentent pas qu'on a empiété sur leur domaine. Donc c'est de commun accord avec les propriétaires terriens qu'on dit, bon, ces passages-là, c'est des couloirs d'une largeur de 50 à 100 km généralement, et puis chaque année, les animaux viennent, le temps que, quand ils viennent et repartent, ça fait à l'année prochaine. L'herbe a le temps de repousser. Bon, donc, en principe, ça devrait être une solution. Est-ce qu'il y en a assez au Bénin, de ces couloirs délimités? En dehors de ceux que vous avez cités, moi j'étais à Savalou il y a quelques jours. À l'occasion d'une descente pour un travail personnel, j'ai vu des panneaux qui indiquent que l'espace là est un couloir de transhumance. Bon, donc, je n'ai pas la cartographie des couloirs de transhumance au Bénin, mais je sais que c'est un problème qui tient vraiment à cœur aux autorités nationales à cause des conflits que ça génère. Alors, et si ces couloirs sont véritablement empruntés, il n'y aurait plus de conflits? En principe, si c'est respecté, ça va amoindrir les conflits. À qui revient la responsabilité alors de veiller à ce que cela soit respecté? Les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Déjà au niveau ministériel, c'est eux qui définissent les politiques et les cadres de mise en œuvre de ces politiques, et surtout au niveau communal. J'insiste toujours sur le niveau communal parce que les animaux passent sur des territoires. Et la commune est l'espace juridique indiqué pour suivre de très près ce qui se passe à ce niveau. Je crois que les maires ont un pouvoir à ce niveau-là. Je n'ai plus en tête les dispositions prévues par la loi sur la décentralisation, mais je crois que les maires ont assez de pouvoir pour gérer les questions de transhumance. Alors, outre ces couloirs indiqués, y a-t-il d'autres solutions aujourd'hui pour lutter contre les effets néfastes, les conflits que cela génère? La solution à laquelle j'avais pensé autrefois, c'était ce que les Européens ont fait et continuent de faire, l'élevage intensif. Les Européens ne font plus balader leur cheptel. Voyez-vous, il y a un grand enclos, comment on appelle ça, des fermes. Et puis, on va chercher le pâturage qu'on amène aux bêtes qui sont sur place. Mais ça pose un autre problème parce que quand
c'est une grande quantité. Ça pose un autre problème environnemental. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que la réflexion doit se poursuivre. C'est un grand dossier, la transhumance. Merci beaucoup à vous, M. Mohamed Okri Assoba. Vous êtes ingénieur en sciences de l'environnement. Merci d'avoir été dans nous ce matin. Merci pour l'invitation. Merci. Week-Eco Stop est fin. L'émission est disponible sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien et gardez le sourire.